enregistrement à la fin de la présentation. Ou alors on le mettra sur le site internet, c'est pas encore très clair, mais on s'arrangera pour qu'il soit disponible à ceux qui n'ont pas pu participer ou si vous voulez la revisionner. Donc en fait, simplement sur l'objectif de cette présentation sur la gestion différenciée, c'est pas de remplacer la formation qu'on fait habituellement et qui dure toute une journée. Où là on a vraiment des intervenants qui viennent parler de leur expérience et on va visiter des aménagements. Ici évidemment en une heure et quart, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, donc ce sera quelque chose de plus introductif. On a dû faire des choix. Évidemment, on va pas pouvoir parler de toute la gestion différenciée parce que c'est un domaine quand même très vaste. Donc il y a des choses qu'on a laissées un peu sur le côté, mais on va s'arranger pour vous donner un bon aperçu et puis pour vous donner des pistes pour aller plus loin. Donc voilà, c'est notre première présentation en ligne. Donc il y aura peut-être des petits moments d'hésitation, des petits couacs, mais bon, je pense que vous serez bienveillants. Vous savez bien que tout le monde fait fait ce qu'il peut pour s'adapter à la situation en ce moment. Donc voilà comment ça va se dérouler. Je vais vous donner quelques mots sur l'ASBL Adalia 2.0. On va parler de l'arrêt de l'utilisation des pesticides, ce que ça implique dans la législation wallonne et donc comment la gestion différenciée va venir nous aider à nous adapter à cet arrêt. On va passer la plupart du temps en fait sur la gestion différenciée en pratique, où on va vous donner vraiment des exemples de mesures qui peuvent être mises en place dans vos communes. Et puis on va finir sur un petit point sur la communication, parce que c'est vraiment un aspect essentiel dans l'acceptation du changement. Donc voilà. Donc je vous ai dit que Célia et moi on travaille chez Adalia 2.0, qui est donc une ASBL que vous connaissez peut-être déjà pour certains, puisqu'on travaille auprès des communes pour accompagner les gestionnaires d'espaces verts dans des modes d'entretien respectueux de la nature. Donc on fait beaucoup de formations, de visites de terrain, on fait du conseil en fait aux communes. On travaille aussi avec les particuliers et les écoles pour sensibiliser aux dangers du pesticide. Et donc en fait, Adalia est derrière pas mal de campagnes de sensibilisation comme le Printemps sans pesticides, la Wallonie en fleurs, la quinzaine des abeilles. Donc on est vraiment, on se concentre vraiment donc sur la gestion écologique des espaces verts et des alternatives aux pesticides. Donc pourquoi arrêter l'utilisation des pesticides? Vous le savez certainement, depuis le 1er juin 2019, les produits phytopharmaceutiques, donc on va dire les PPP, ne peuvent plus être utilisés sur les espaces publics wallons. Donc cette directive, elle avait pour objectif de réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement. Et effectivement, en fait, il y a certains risques qui sont avérés aujourd'hui. Le programme wallon de réduction des pesticides, on constate des effets de deux ordres, des effets aigus. Donc là, ça va être lié à une exposition courte mais à forte dose. Et donc c'est plutôt, par exemple, les ouvriers qui pulvérisent qui en sont victimes. Et c'est des effets du type irritation cutanée, nausées, vomissements, ce genre de choses. Et il y a des effets plus chroniques. Donc là, on va parler des cancers, des œdèmes pulmonaires, des allergies, des maladies neurodégénératives, ce genre de choses. Et là, en fait, tout le monde peut... Ça touche à peu près tout le monde. Ça touche les usagers comme des parcs, comme les ouvriers. Donc ça, c'était pour les risques avérés sur la santé publique. Après, il y a des impacts sur la biodiversité qui sont également connus. Aujourd'hui, on sait que les PPP, même s'ils sont utilisés pour une cible donnée, ils ont des effets non intentionnels sur des organismes qu'ils ne visaient pas au départ. C'est le principe de l'écosystème et des interdépendances.
Donc aujourd'hui, on retrouve des résidus de pesticides dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, et c'est dû au fait que les pesticides, par absorption et par infiltration, ils viennent à contaminer tout l'ensemble du cycle de l'eau et les sols. Et donc ça a un impact évidemment fort et néfaste sur la flore et la faune. Je vais laisser Célia vous présenter ce que ça implique sur la législation wallonne. Alors bonjour à tous, déjà, on est bien contente de vous avoir parmi nous en cette période un peu particulière. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son pendant la présentation, comme c'est la première fois qu'on fait ça, on est un peu perdu à ce niveau-là, mais normalement tout va bien. Et donc effectivement, on va un peu parler de la législation wallonne, mais très succinctement, parce que comme Alice vous l'a dit et vous le savez, depuis le 1er juin 2019, c'est zéro phyto dans les espaces publics. Alors, il existe quand même des dérogations donc pour 3 espèces de chardons que vous voyez au bas de la dia, pour 2 espèces de rumex qui vont aussi passer en bas de la dia. Pour les espèces invasives, donc au niveau des espèces invasives, vous pouvez retrouver la liste de toutes ces espèces sur un site qu'Alice va normalement vous mettre en commentaire. Donc c'est ias.biodiversity.be. Cette liste est mise à jour assez régulièrement et comprend donc toutes les espèces invasives de Belgique. Donc c'est un site qui est en anglais, mais vous pouvez faire en sorte d'avoir les noms en français. Et il y a aussi des dérogations pour les ravageurs et maladies dans les serres de production communales, mais uniquement donc communales. Alors, attention que ces dérogations ne sont pas à effectuer n'importe comment, donc ça doit être fait en dernier recours, donc sur la diapositive suivante, pardon. Tac, ouais. Donc ça doit être fait… Ah, attends, Alice, tu vas passer, oui. Voilà, ça doit être fait en dernier recours. Donc, vous devez avoir au préalable essayé toutes les autres alternatives possibles aux pesticides, donc celles qu'on va voir aujourd'hui, mais évidemment pour les plantes invasives, c'est une formation bien spécifique. Alors, ça ne doit pas être fait juste pour une question d'esthétisme, ça doit être fait pour de bonnes raisons aussi, donc par exemple pour la sécurité ou la santé. Vous devez évidemment posséder une phytolicence pour pouvoir pulvériser, donc ça ne change pas, et ça doit être un traitement qui est limité et localisé. À savoir que depuis l'année passée, le DNF a été formé pour faire des contrôles ainsi que la police des contrôles, et que les amendes peuvent aller de 100 € à 100 000 €, et on peut aussi avoir une peine d'emprisonnement qui va de 8 jours à 6 mois. Donc, c'est pas rien, il faut quand même faire attention avec la législation malgré tout. Alors, un autre problème auquel on est souvent confronté, donc sur la dia suivante, ce sont les produits dits naturels. Par exemple, le sel, le vinaigre. Donc ça, on le dit à chaque formation, on le répète encore parce que malheureusement, c'est encore pas mal utilisé. Alors, en fait, ce sont des substances dites de base. Donc, ce sont des substances qui ont été à la base créées, par exemple, pour l'alimentaire. Donc, c'est le cas du vinaigre et du sel, justement, mais qui peuvent avoir d'autres utilisations. Après, ces utilisations sont régies au niveau aussi législation. Et donc, dans ce cadre-ci, ces substances ne peuvent pas être utilisées pour le désherbage. Elles ne sont pas agréées pour. Et il est donc interdit d'utiliser ces substances-là, à savoir que le DNF contrôle aussi sur la mise en place du sel, par exemple, dans les cimetières, comme on peut le voir ici. Alors, donc on va passer dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que la gestion différenciée. Donc, c'est un bien grand mot. Alors, on a mis ici la définition de base, mais en gros, c'est juste adapter la gestion, le mode de gestion à l'usage d'un lieu, à l'usage, à la fréquentation, à l'endroit de ce lieu. Et ça va permettre en fait de gagner du temps pour pouvoir le redistribuer ailleurs. Donc vous voyez en bas ici deux, trois choses qui sont faites en gestion différenciée, mais pas que. Et donc le but n'est pas de
passer. Ah, il me manque une dixième, c'est pas grave. Et donc, ça va être de combiner des techniques classiques donc, du type fleurissement avec des annuelles, tondre la pelouse assez régulièrement, tailler les haies, avoir des haies monospécifiques, mettre en place le désherbage alternatif, donc ce sont des mesures qui prennent beaucoup de temps et qui demandent des moyens. Et ben, on va combiner ces techniques-là avec des techniques alternatives du style donc fleurissement avec des vivaces, fauchage tardif, ton différencié, garder des haies libres, donc ne pas les tailler, mettre en place de l'éco-pâturage. Et toutes ces techniques vont permettre de gagner du temps et donc du coup gagner aussi de l'argent ou en tout cas moins en dépenser. Mais donc le but ne va pas être de passer de tout ce qu'on a à droite à tout ce qu'on voit à gauche. Ça va être en fait de combiner vraiment les méthodes et que tout cela coexiste en fonction justement de où se trouve l'endroit et de quel usage on en fait. Alors, il y a plusieurs avantages par rapport à la gestion différenciée, donc notamment favoriser la biodiversité. Donc, on se doute bien que dans une haie qui est laissée libre ou dans des endroits où on pratique le fauchage tardif, ben, on peut avoir des zones, ça peut servir de zone d'abri, de refuge, ça peut servir de site de nidification, site de reproduction. Donc ça, c'est au niveau faunistique, mais aussi une biodiversité au niveau floristique, en laissant pousser justement des plantes qu'on tondait jusqu'ici. Ça permet aussi de réduire les pollutions, donc bah, déjà on n'utilise plus de pesticides, ou en tout cas le moins possible. On utiliserait moins de machines aussi, si justement on met en place de la tonte différenciée, des prairies fleuries, on ne va pas venir tondre toutes les semaines, et donc on utilise moins de machines, moins de CO2. Ça permet de gagner du temps, hein, comme je vous l'ai dit. Après, tout dépend de l'usage qu'on en fait, donc tout dépend de ce qu'on met en place au sein de la commune. Il y a toujours, évidemment, au début, il faut s'adapter, etc. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps au début, mais on voit que sur le long terme, il y a vraiment un gain de temps qui est effectué. Alors, ça améliore aussi l'efficacité, l'organisation du temps de travail. Donc, ça, c'est si vous mettez en place un plan de gestion différencié. Donc, on n'en parle plus aussi souvent qu'avant parce qu'on sait que les communes n'ont pas toujours le temps de le mettre en place. C'est un plus, hein, indéniablement, de faire un inventaire de vos espaces verts et de les classifier en fonction du temps de travail que vous allez passer sur chaque classe. Après, vous pouvez vous aider avec différents outils et notamment, je ne sais pas s'il est là ou pas aujourd'hui, normalement il devait être inscrit, mais il y a Clément Vandel, par exemple, de chez Apitris, donc c'est un bureau d'études qui font des plans de gestion différenciés très complets. Alors, ça demande évidemment des moyens, mais il y a ça qui peut être mis en place, où certaines communes font appel à un étudiant, par exemple, pour faire l'inventaire et la classification des espaces verts de la commune, parce que ça demande énormément de temps. Mais voilà, c'est hyper efficace pour la suite, pour l'organisation. Alors, ça permet aussi, donc la gestion différenciée, de se donner une image plus verte, dans le sens où, vous savez, les citoyens sont de plus en plus impactés par la perte de biodiversité et surtout la diminution des pollinisateurs. Et donc, le fait de se dire, nous, on choisit d'arrêter les pesticides et on choisit de favoriser la biodiversité, de mettre en place une gestion plus écologique, ça peut aussi être un plus au niveau de l'image de la commune. Et enfin, oui, donc ça, je le disais, sur le long terme, ça peut aussi permettre de réduire les coûts. Alors, pour mettre en place la gestion différenciée, par contre, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte, notamment la volonté politique. Hein, donc, je sais que c'est pas toujours évident en commune, quand on a des idées de ce style-là, de mettre en place la gestion différenciée ou une gestion plus écologique. Parfois, ça bloque au niveau en fait des élus. Donc là, sachez que, en cette période un peu moins, mais en temps normal, on fait des séances d'information auprès du politique sur justement tout ce qui est pourquoi mettre en place la gestion différenciée, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi arrêter l'utilisation des produits, etc. etc. On pourrait imaginer le faire par vidéoconférence, pourquoi pas si le confinement se prolonge, donc ça, à voir avec vous si ça vous intéresse. Donc, sachez qu'on est toujours actif. Hein, si jamais vous avez des questions aussi plus précises sur tel ou tel aménagement, etc., on est toujours actif.
Ça va aussi dépendre des moyens humains, financiers et techniques, évidemment. Là, pour le coup, on peut pas y faire grand-chose, mais la gestion différenciée peut justement vous aider aussi à ce niveau-là. Et au niveau technique, ben, on peut toujours aussi vous aider pour le choix des machines, de par le retour d'expérience qu'on a avec les communes. Alors, il y a aussi les contraintes pratiques du territoire, de l'espace concerné, évidemment, et la fonction de l'espace. Donc, on ne va pas aller mettre, par exemple, une haie d'aubépine dans une école sous peine de blesser peut-être les enfants, etc. Il faut vraiment réfléchir à chaque espace et à chaque fonction et aux contraintes. Ça va aussi donc dépendre de la localisation de l'espace. Donc, on ne va pas avoir la même gestion au sein de en face de l'administration communale que dans un parc ou aux abords d'un bosquet, par exemple. Et donc, les alternatives aux pesticides regroupent plusieurs actions, notamment les actions préventives, donc ça, on va le voir juste après. Les actions curatives, ça, on n'aura pas le temps de les passer en revue, donc c'est tout ce qui est désherbage alternatif, donc manuel, thermique, mécanique. Ça, si vous avez des questions, on peut très bien y répondre aussi. Et évidemment, la tolérance à la végétation, donc ça, on va un petit peu en parler aussi. Et donc, on passe du désherbage chimique donc, qui prenait peu de temps, qui était très efficace, hein, on peut pas le nier. On passait 1 à 2 fois par an et c'était terminé. Alors, le souci, c'est que les communes ont voulu, pas que d'ailleurs, hein, tout le monde a voulu continuer à avoir le même résultat qu'avec le chimique. Et donc, la seule façon de faire était de désherber, donc de manière alternative, sauf que ça prend au minimum, mais vraiment au minimum, 3 fois plus de temps. Et c'est juste impossible. Donc, pour l'avoir certainement, en avoir fait l'expérience, vous avez dû vous rendre compte que de toute façon, lutter contre la nature, c'est juste impossible. C'était plus facile avec le chimique, mais ça reste impossible. Et il vaut mieux vivre avec et la mettre en place et peut-être choisir aussi le type de végétation que vous voulez. Et en tout cas, mettre en place des techniques du type prévention de la végétation, enherbement et gestion extensive des espaces verts. Et donc, tout ça va regrouper aussi la gestion différenciée. Donc, tu peux passer au clic. Voilà, merci. Tout ça fait partie de la gestion différenciée, mais aussi, du coup, le désherbage alternatif. Mais voilà, quand on parle de gestion différenciée, on englobe tout ça. Et donc, on va commencer par tout ce qui est prévention de la végétation. Et donc, notamment, couvrir le sol, par exemple. Donc, éviter d'avoir une végétation non désirée par exemple, le paillage. Donc, le paillage est pas mal utilisé de plus en plus en commune. On le voit assez régulièrement. Alors, il en existe plusieurs types, hein, donc type organique. Donc là, je vous ai ici mis quelques exemples. Donc, il y a le miscanthus, par exemple, qui est une graminée assez haute et donc assez esthétique. J'avais demandé une espèce de devis à une des entreprises qui vendent ça et il m'avait dit que c'était plus ou moins, je crois, 3 € du mètre carré si on met 4 cm d'épaisseur. Donc, si vous avez, comme ça, vous avez une idée du prix. Alors, au niveau de l'épaisseur, en fait, tout va dépendre du type de paillage et aussi de l'hygrométrie parce que, évidemment, s'il pleut beaucoup, ça risque de pourrir et si vous avez une trop grosse épaisseur, oui, ça ne va pas super bien réagir non plus. Donc, si c'est un paillage minéral, là, par contre, vous pouvez y aller au niveau épaisseur et mettre 15 cm. Au niveau de l'organique, ça va dépendre du type de paillage. Donc, il y a aussi le paillage en écorce de pin qui est très utilisé aussi. Apparemment, ce serait une idée reçue qu'il acidifie le sol. Donc, je suis encore en phase de recherche à ce propos. Mais apparemment, ça n'acidifierait pas le sol. Donc, voilà, à faire le test, à mon avis, c'est plus sur le terrain qu'on peut se rendre compte de si oui ou non ça pose des soucis à ce niveau-là. Et donc, les noisettes, ça c'est juste pour vous dire qu'en fait, on peut faire du paillage avec à peu près tout et n'importe quoi. Et que dès que vous avez quelque chose qui est de toute façon organique, ça peut être intéressant d'en faire du paillage. Alors, il existe aussi donc, du paillage minéral, notamment la pouzzolane. Donc, c'est une roche basaltique volcanique. C'est un matériau assez léger, assez poreux. Donc, l'avantage, c'est qu'il absorbe l'eau et garde une humidité au sol. C'est le cas aussi pour le paillage organique. Donc, ça vous permet de moins arroser, ça permet d'avoir moins d'adventices.
Et en plus, l'arrachage est beaucoup plus facile quand on a justement une épaisseur de paillage. Alors, les ardoises en schiste, elles, sont plus foncées et ne gardent pas du tout l'humidité. Donc là, préférez plutôt des plantes qui résistent à la sécheresse si vous mettez ce genre de paillage. Après, c'est très esthétique, mais ça coûte plus cher. Et il y a tout ce qui est paillage recyclé. Donc ça, c'est ce qui est le plus utilisé en commune parce que ça coûte rien et qu'en fait, on l'a sous la main. Donc notamment les feuilles mortes, mais aussi le broyat tout simplement. Alors, sur la dia suivante, vous allez voir donc différents exemples de paillage. Donc, à Chaudfontaine, par exemple, ils ont fait tout un chemin comme ça avec différents types de paillage. Donc, niveau esthétique, c'est assez intéressant, c'est assez fun. À Bruxelles, là, ils ont utilisé des feuilles mortes. Et donc, comme c'est assez léger, là, il vaut mieux mettre une bordure pour éviter que ça s'envole. À Andenne, là, ils ont mis le paillage de schiste, justement, avec différents types de fleurissement. Vous voyez que ça fonctionne très bien et que c'est très esthétique. Et à Namur, donc là, c'est parce qu'en fait, on a souvent la remarque des communes qui ont peur, en fait, que quand on met en place l'enherbement dans les cimetières, que les citoyens se plaignent d'avoir les pieds mouillés. Et donc, pour éviter ce genre de remarques, à Namur, ils ont mis en place en fait un paillage en écorce de pin, ce qui en plus guide les citoyens sur ce chemin-là. Du coup, ils ne vont pas sur la pelouse et ils ne peuvent pas se plaindre d'avoir les pieds mouillés dans ce genre de chemin-là. Alors, juste un petit mot sur les bâches, juste pour vous dire d'éviter d'utiliser des bâches en plastique et tissées. Parce que, pour plusieurs raisons, en fait, c'est imperméable à l'eau, déjà de 1, et dans un contexte où on va être de plus en plus soumis aux inondations et à ce genre de soucis, il vaut mieux prévoir en fait des revêtements qui sont perméables à l'eau. C'est en plastique, donc ça ne laisse pas respirer le sol. Il n'y a plus du tout d'échange gazeux, en fait, et donc le sol finit par pourrir. Si c'est en plastique tissé, ça va s'effilocher avec le temps et c'est un peu galère pour la gestion. Et en plus, comme de toute façon, après 2-3 ans, il y a de la matière organique qui va revenir se remettre sur la bâche, des graines qui vont germer, etc. Autant avoir une bâche qui va se dégrader dans le sol que de garder cette bâche plastique qui va rester dans le sol et qui va mettre des années à se dégrader et polluer par la même occasion le sol. Alors, il y a aussi donc pour couvrir le sol, les plantes couvre-sol, hein, donc c'est le même principe, sauf que là vous choisissez la végétation que vous désirez avec toutes sortes de feuillages peut-être différents, peut-être le fleurissement qui est intéressant. Et donc là je vous ai mis aussi quelques exemples, je pense, sur la dia suivante. À savoir que je pense qu'Alice est en train peut-être de vous mettre en commentaire la liste des plantes couvre-sol. Donc en fait, il y a la Fredon Alsace et le CTH Jean Blou qui ont fait des listes hyper complètes sur toutes les plantes couvre-sol au final que vous pouvez choisir. Donc avec le type d'exposition nécessaire, le type de sol, la hauteur de ces plantes-là, etc., etc. Donc ces listes sont bien complètes, c'est pas mal pour le choix justement parce qu'il y a tellement de choix que c'est un peu difficile de s'orienter. Mais donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc en haut à gauche, vous voyez le lierre. Donc c'est une plante couvre-sol, on peut le dire, et mais elle a souvent mauvaise réputation parce que sur un mur un peu abîmé, oui, ça peut causer des problèmes. Mais typiquement, dans ce genre de cas ici, c'est plutôt un avantage parce qu'un rond-point, c'est assez dangereux au final si les ouvriers doivent y aller chaque semaine pour tondre. C'est juste pas nécessaire, quoi. Et donc, autant mettre une plante couvre-sol qui, en plus, est mellifère, hein, dans le cas du lierre, qui est vraiment un refuge aussi, question de biodiversité. Alors, en bas, vous voyez des géraniums, donc en bas à droite et en bas à gauche. Au niveau des pieds d'arbres, donc là, c'est hyper intéressant aussi de les couvrir, sachant que les pieds d'arbres sont souvent blessés lorsqu'on essaie de les désherber à l'aide d'une débroussailleuse, ce qui est une porte d'entrée pour les ravageurs, les champignons, les maladies, etc. Et donc, le mieux, c'est de les couvrir avec du paillage, des couvre-sols ou autre. Mais voilà, donc c'est hyper intéressant d'y mettre quelque chose en tout cas. Sur la photo du milieu, donc là, ce sont des euchères et des géraniums qui aussi sont intéressantes par le feuillage. Hein, vous voyez les euchères en rouge.
Et en haut à droite, là, ce sont des petites pervenches, donc des plantes qui sont des plantes d'ombre et donc qui ont un fleurissement très intéressant aussi. C'est vraiment des belles plantes, quoi. Voilà. Alors, il existe aussi d'autres types de solutions. Je vais passer très vite là-dessus parce qu'en fait, ce sont juste des solutions à mettre en place si vous aviez prévu de bétonner. Donc ici, en fait, ce sont deux solutions innovantes, on va dire, parce que ça fait pas si longtemps que ça que c'est sur le marché. Mais elles sont perméables à l'eau, toutes les deux. Donc on a d'un côté le perméo qui est un mélange de copeaux de bois, de ciment, d'eau et de colorant, comme vous le voyez. Bon. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce type de couleur-là, qui n'est pas forcément très nature, mais bon, chacun ses goûts. Après, je ne le conseillerais pas en pied d'arbre parce qu'un arbre a quand même besoin de nutriments, etc. Et que là, ce n'est pas non plus la meilleure solution. Mais en chemin, pourquoi pas, sachant qu'un véhicule ne peut pas circuler sur le perméo. Par contre, l'hydroé, là, ce sont des granulats stabilisés et donc c'est beaucoup plus solide. Si vous mettez 5 cm d'épaisseur, un véhicule de 26 tonnes peut très bien rouler sur ce genre de revêtement-là. Voilà. Et donc, oui, évidemment, pourquoi ne pas avoir un peu plus de tolérance par rapport à ces adventices. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est de toute façon compliqué et impossible d'avoir le même résultat qu'avant avec les produits chimiques. Et donc, pourquoi ne pas les accepter au final et essayer de vivre avec les pissenlits, horreur, malheur. Alors que, en fait, ce sont de belles fleurs jaunes, mais c'est juste qu'on a tous été un peu drillés à les arracher et à se dire que ce sont des mauvaises herbes, alors qu'au final, niveau pollinisateur, c'est aussi un bienfait. Et donc ici, 2 vidéos en fin de dia, si vous voulez aller les voir sur le sujet, tout simplement. Alors, on va vite passer à l'enherbement, qui est aussi une méthode très utilisée en ce moment. Donc, vous avez dû en entendre parler, surtout dans les cimetières. Donc, c'est assez à la mode justement parce que les cimetières, ce sont des zones qui sont très sensibles, comme vous avez dû le constater si vous êtes dans une commune. Donc, tu peux passer à la dia suivante. Merci. Et donc, oui, ce sont des lieux sensibles parce que, oui, voilà, il y a tout cet attrait autour de la mort, du deuil, etc. Et évidemment, si vous comptez enherber un cimetière, il faut communiquer, ça c'est sûr et certain. Après, l'enherbement peut être aussi fait sur d'autres zones qui sont en gravier et en dolomie, donc sur des trottoirs, des parkings, toutes ces zones en fait qui sont hyper difficiles à gérer. Les graviers, c'est vraiment le pire revêtement à gérer. Et donc ici, vous voyez 2 cimetières. Donc celui de gauche, c'est à la Bruyère. Donc là, ils ont décidé de combiner ça avec un paillage de schiste et des plantations. Et à droite, c'est le cimetière de Nîmes. Et vous pouvez choisir en fait de semer la pelouse ou de laisser venir spontanément, comme à droite ici à Nîmes. Ils ont une plante couvre-sol qui est apparue et donc ça permet de limiter très fortement la gestion et l'attente. Et donc d'autres exemples à la dia suivante, donc d'enherbement spontané, donc ça peut être le cas pour les pavés. Ils ont fait ça à la commune de Beauvechin et ça donne super bien. Personne à ma connaissance ne s'est cassé la jambe jusqu'ici en glissant sur les pavés. Et donc c'est vraiment super, super intéressant. Dans une commune qui est rurale, ça s'y prête très bien. Sur la photo d'en bas, toujours à gauche, c'est à Oui, donc c'est un sentier au sein d'un parc qu'on a laissé s'enherber et qui est géré en fait par le piétinement des citoyens. Et si vous décidez de semer, là, il y a plusieurs entreprises qui font des semences spéciales cimetières qui résistent au piétinement et qui sont à repousse lente. Et donc là, vous allez pouvoir les gérer. Je pense qu'il y a 6 à 7 passages par an à la tondeuse. Et donc, sur la photo du dessus, donc à droite, c'est toujours à la Bruyère. Et celle du dessous, je ne sais plus où c'était, mais vous voyez comme ça. En fait, l'avantage d'un semis, c'est que le résultat est plus intéressant et plus esthétique rapidement. Voilà pour l'enherbement. Je ne sais plus si j'avais une dia. Oui, voilà. Une autre difficulté dans les cimetières, ce sont les entretombes. Donc, ces petits espaces qu'on a laissés
et qui sont souvent très difficiles à gérer parce qu'une machine ne passe généralement pas dans ces zones-là. Et donc là, pareil, tout ce qui est couvre-sol, paillage peuvent être une solution. Et si vraiment l'espace est trop petit, trop étroit, eh bien là, vous pouvez colmater, mais alors pourquoi pas plutôt avec des matériaux perméables à l'eau, comme le perméo. Voilà, je pense que j'ai fini. Oui, donc je vais passer la parole à Alice pour la suite de la présentation. Oui, merci Célia. Donc, on va aborder le dernier aspect de la gestion différenciée, donc la gestion extensive des espaces verts, par opposition donc à la gestion intensive, parce que là, l'idée, ça va vraiment être de limiter l'intervention dans le temps, à 1 ou 2 fois par an, et en intensité. Euh, je vais passer la dia. Donc la première mesure dont on peut parler, c'est le fauchage tardif, qui consiste là à obtenir une prairie de fauche sans faire de semis, et donc en laissant la végétation spontanément apparaître. Et fauchage tardif parce qu'on va venir faucher tardivement dans la saison, donc on dit en général vers fin août au plus tôt et au plus tard si possible en octobre. Ça permet en fait de laisser aux plantes le maximum de temps pour accomplir la totalité de leur cycle. Et c'est avantageux pour la biodiversité à plusieurs titres. Bon, bah déjà parce que on fauche moins souvent, donc on déplace moins de machines, donc le bilan carbone est forcément plus intéressant. Et puis, en fait, comme on fait pas de semis, on travaille pas le sol, donc on perturbe pas la petite faune. Et en fonction en général, le fauchage tardif est mis en place dans des endroits qui ont un potentiel biologique intéressant. Et donc, ça peut être aussi très favorable aux pollinisateurs. Euh, Là, sur la photo que vous avez en haut à gauche, le zoning de Nanine, on voit que la commune a installé un hôtel à insectes. Et bah, comme je le disais, c'est une mesure qui est particulièrement favorable aux insectes, à la petite faune, aux pollinisateurs. Donc, mettre un hôtel à insectes, c'est vraiment hyper didactique. Ça montre concrètement quelle est l'utilité de la mesure. Donc, c'est une très bonne idée. En général, quand on fait du fauchage tardif, on recommande de ramasser le foin pour maintenir un substrat pauvre, parce que si on laisse les résidus de fauche, il y a un risque d'enrichir le sol et donc de voir apparaître des espèces nitrophiles comme les orties, etc. Donc, on recommande d'exporter les résidus de fauche. On recommande aussi de pas forcément faucher tout en même temps, mais de laisser des zones refuge. Et toujours dans l'idée de favoriser la biodiversité, on va faucher de façon centrifuge, c'est-à-dire qu'on va éviter de prendre au piège la faune, la petite faune au centre de la débroussailleuse, quoi. Enfin, on recommande aussi de couper pas trop ras, donc en général au-dessus de 7 cm, parce que bah, ça limite l'apparition d'adventices et c'est encore une fois favorable à la diversité spécifique. Voilà ce qu'on peut dire. Le fauchage tardif est plutôt donc à mettre en place sur des zones enherbées qu'on veut donc moins entretenir, donc plutôt des bords de route, des grands parcs, des zonings industriels, d'anciens terrains de foot, ce genre de site. Il est toujours utile, comme on le voit sur la photo du milieu, de laisser une bande, enfin de tondre une bande de 1 mètre sur les bords de route pour 2 raisons. Parce que déjà ça montre que on est passé, que c'est pas un site qui est laissé à l'abandon, qui n'est pas entretenu, donc ça montre qu'on est venu entretenir, et aussi ça évite que des herbes hautes viennent se coucher sur les sentiers et les rendent potentiellement glissants. Voilà, donc à privilégier dans les sites où il y a un potentiel biologique intéressant qu'on veut voir s'exprimer, éviter si le sol est trop riche et toujours exporter le produit de fauche.
Et vous pouvez par exemple faire une convention de collaboration avec un agriculteur local pour valoriser les résidus de fauche ou pour lui demander de venir faucher lui-même. Une autre mesure qui est un élément un peu transversal de la gestion différenciée, ça va être la tonte différenciée. Donc ici, l'idée, c'est de vraiment tondre en fonction de l'usage de chaque territoire par les citoyens. Par exemple, ici, vous avez la photo du bas à Manège où on voit un terrain de foot. L'idée de la tonte différenciée, ça va être, dans ce cas-ci, un espace de jeu, on va le tondre régulièrement et plus court. Et l'espace où se tiennent les parents ou les spectateurs, bah, il va être tendu un peu moins souvent et un peu moins rare. Et l'espace qui est encore derrière, encore moins entretenu. Donc c'est un gain de temps parce qu'on passe moins souvent et ça permet aussi de distinguer les zones vraiment en fonction de leur usage. Sur la photo du parc de Bruxelles à droite, là on voit aussi que la tonte différenciée permet de proposer une manière de circuler dans l'espace vert. Elle propose un chemin et c'est intéressant parce que comme ça on peut en changer aussi selon l'envie ou la créativité des jardiniers ou alors selon les objectifs de conservation. Euh, les prairies fleuries, alors c'est un mode de fleurissement qui va demander moins d'entretien qu'une plantation annuelle. Donc ici, on va venir semer un mélange de graines à fleurs pour obtenir donc une prairie fleurie, riche, colorée, jolie. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les mélanges qu'on achète sont en général soit horticoles, et donc là, on va avoir des variétés qui sont sélectionnées pour leurs caractéristiques ornementales, et donc pas toujours intéressantes d'un point de vue mellifère, ou alors des mélanges de plantes indigènes, et donc ici, en général, plus adaptés à notre climat et plus adaptés à la faune locale. Donc en termes de biodiversité, l'intérêt va être variable. En général, c'est intéressant parce que c'est hyper favorable aux pollinisateurs, mais ça l'est plus ou moins en fonction de si on utilise des plantes horticoles ou indigènes. Voilà, la première année, en général, on a une très belle floraison avec les plantes annuelles qui fleurissent, comme les bleuets, les coquelicots. Et puis ensuite, la deuxième année, on va avoir une floraison des vivaces et puis progressivement de plus en plus de graminées. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment avoir en tête parce que c'est un aménagement qui demande à être entretenu et qui vieillit assez rapidement. C'est plutôt à installer dans des zones d'abord très ensoleillées, euh, des espaces qui sont pas piétinés, puisque évidemment on veut voir les fleurs fleurir, et néanmoins qui sont vus, quoi. Ça n'a pas trop d'intérêt de mettre en place une prairie fleurie dans un zoning industriel où personne ne passerait. Donc c'est plutôt intéressant, par exemple, pour les entrées de communes, des bords de route, des pieds d'arbres, des têtes de tombe, ce genre de choses. Euh, donc, oui, c'est une mesure qui demande une préparation du sol. Euh, oui, en général, on recommande de semer, on peut semer au début du printemps. Nous, on recommande plutôt de semer en automne parce qu'avec les pluies de l'automne, les graines s'enracinent assez bien, enfin germe et s'enracine assez bien, et en plus il y a moins de concurrence avec les adventices, ce qui explique que en automne on dit qu'on doit c'est moins cher parce qu'on doit semer avec une plus faible densité. Donc là on dit une densité de 3 grammes par mètre carré, alors que c'est plus au printemps. Au niveau de l'entretien, ça va être à peu près la même chose que pour le fauchage tardif, donc on va recommander de faucher une fois voire 2 fois maximum par an, et de préférence plutôt en fin de saison, donc entre fin août, octobre. On laisse encore une fois le foin sur place pour que les graines éventuellement retombent,
et permettre à la petite faune de trouver un refuge. Et puis, il faut absolument exporter pour éviter d'enrichir le sol. Donc ici, on vous a mis quelques exemples sur le rond-point de Tournai. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est des mélanges horticoles ou indigènes, mais on voit quand même bien que la photo qui est en haut, c'est un aménagement qui est récent. On a un beau fleurissement d'annuels, alors que sur la photo de manège à gauche, là, à mon avis, c'est plus déjà un fleurissement de vivaces. Donc, c'est joli aussi, mais c'est différent. C'est intéressant, je l'ai dit, à mettre en place, par exemple, sur un pied d'arbre. C'est la même idée que l'idée du lierre dont parlait Célia. En fait, on va moins intervenir sur cet espace-là, on va moins venir tondre l'arbre sera moins sujet à des petites agressions de machines. Donc voilà deux autres exemples de communes qui ont mis ça en pied de mur, où c'est très joli, ou dans un cimetière. Alors dans un cimetière, c'est intéressant, mais il faut quand même avoir en tête que au mois de novembre à la Toussaint, ce sera évidemment pas fleuri. Voilà, donc c'est un aménagement qui est intéressant à mettre en place dans des endroits où il n'y a pas une biodiversité ou une végétation spontanée très intéressante, parce que si elle l'était, ben on la laisserait se semer naturellement. Et ça peut être très favorable aux insectes pollinisateurs si on utilise un bon mélange de graines. Après, il faut garder en tête que il faut l'entretenir. Pour prolonger la durée de vie de la prairie fleurie, on peut mettre en place un sursemis, donc faucher bien à ras le sol et puis scarifier le sol, exporter la fauche et semer, par exemple en septembre, un mélange de graines. Ça permet de rajeunir un petit peu l'aménagement. Voilà un autre exemple de très bon moyen de gérer des espaces enherbés mais peu utilisés ou difficiles d'accès pour les machines, ça va être l'éco-pâturage. Donc ici, bon, c'est l'idée de tondre à l'aide d'animaux herbivores qui peuvent être des bovins, des ovins, des équins, ça peut être de la volaille, ça peut être des lapins. En fait, il y a un vaste choix d'options possibles. C'est intéressant à trois niveaux. Alors d'abord en termes écologiques, parce qu'il a été il a été prouvé que ça augmentait la richesse spécifique et la diversité biologique des pâtures. C'est souvent très utilisé et avec beaucoup de succès pour réouvrir des milieux ouverts qui seraient en train de s'embroussailler, par exemple. Et en fait, la présence d'animaux sur des pâtures va fertiliser naturellement les sols. Avec leur bouse, il y a des insectes coprophages qui vont arriver, qui vont appeler l'arrivée d'autres insectes et d'oiseaux de toutes sortes. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. En plus, on va plus venir tondre, donc il y aura plus de machines pour venir faucher et plus d'exportation. Donc à ce niveau-là, un bilan de carbone qui va être aussi favorable. Et puis, dans certains cas, comme dans la lutte contre certaines invasives, je pense par exemple à la renouée du Japon, bah, les chèvres par exemple ont une appétence excellente à la renouée, et donc ça peut être une option très intéressante à mettre en place en combinaison avec d'autres mesures par exemple. L'intérêt écologique, il sous-entend quand même que certaines mesures sont prises pour respecter l'environnement, et notamment qu'on va bien veiller à adapter la charge de bétail à la parcelle pour qu'il n'y ait pas de piétinement, etc. Que la parcelle soit pas pulvérisée à l'aide de pesticides, évidemment, et que les animaux soient pas trop médicamentés, trop vermifugés. Euh,
je l'ai pas dit, mais en termes biologiques, l'éco-pâturage, c'est aussi une opportunité de réhabiliter des races locales ou des races rustiques qui seraient en train de disparaître. C'est le cas par exemple du mouton ardennais qui avait quasiment disparu parce qu'il n'est pas très intéressant sur le plan de la valorisation en viande ou en lait ou que sais-je. Et donc, mais des animaux qui sont quand même de très bons brouteurs, bah, ça permet de raviver les ressources génétiques locales, quoi. Donc voilà un autre exemple de pâturage extensif. Il faut avoir en tête quand on met en place ce genre de mesures que, alors d'une part, le résultat attendu, il va pas être le même que pour une pelouse tondue, hein. Esthétiquement, une pâture, c'est quand même un peu différent. Pour les communes, il y a un élément important qu'il faut avoir en tête, c'est l'installation. Il y a les frais de base et l'installation des animaux. En général, on demande, enfin, tout est négociable dans les conventions de collaboration avec les éleveurs ou avec les prestataires, mais souvent l'installation de la clôture est à la charge de la commune. Et après, le prix est complètement variable en fonction de quel type d'animaux on installe et la topographie de la parcelle. Euh, voilà, donc l'éco-pâturage, ça peut être très intéressant sur le plan économique également, mais tout dépend de la convention en fait, de la convention et de la parcelle. Il y a des éleveurs qui vont installer leurs bêtes à titre gratuit, d'autres pas, ou à titre ou alors pas cher. Globalement, les retours qu'on en a, c'est que économiquement, c'est souvent très intéressant. C'est à privilégier quand même sur les espaces qui sont difficiles d'accès pour les machines. Et, euh, et voilà, vous pouvez passer par une convention avec un éleveur local, ou une commune peut aussi décider d'être propriétaire d'un cheptel. Alors là, ça demande quand même plus de connaissances au niveau du soin des animaux, etc. Ou alors, vous pouvez passer par un prestataire, donc exactement comme la SBL Ecopat, Green Management ou encore Ship Solutions, il y en a pas mal. C'est une mesure qui commence à se démocratiser quand même. Voilà ce qu'on peut dire sur l'éco-pâturage. Une dernière chose, ah oui, c'est très très apprécié en termes social. C'est souvent très apprécié par les riverains, quoi. Ça fait un petit côté campagne en ville, donc c'est assez chouette. Euh, Bon, notre formation touche un peu à sa fin. Il y a certains thèmes qu'on n'a pas pu aborder par faute de temps, et évidemment. Il y a plein de choses encore à dire sur le fait, par exemple, que c'est intéressant de préférer les vivaces aux annuels, sur la taille raisonnée des arbres, sur la préférence des haies libres et mélangées aux haies monospécifiques qui sont potentiellement plus fragiles, sur la lutte biologique des ravageurs. C'est des thèmes sur lesquels nous, on donne des formations qui peuvent durer même une ou deux jours, enfin une ou deux journées. Euh, et donc qui sont hyper importants et qu'il faut pouvoir creuser aussi. Malheureusement, ici, on n'aura pas le temps de le faire. Je voulais juste finir sur un dernier aspect, la communication. Et d'ailleurs, euh, j'ai vu que dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui le disait aussi. La communication est essentielle pour faire accepter le changement et et même dans certains cas, il est plutôt recommandé de communiquer même en amont, de mettre en place les mesures. Euh, En tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est que on fait des affiches comme celle qui est là à l'écran, où on explique un peu la démarche et l'intérêt en termes simples. On en a sur toutes les mesures, donc ici l'enarmement des cimetières, mais aussi sur la tonte différenciée,
enfin sur pas mal de mesures de gestion différenciée. Et donc on peut les customiser, mettre le logo de votre commune et vous l'envoyer pour que vous l'installiez sur les sites en question. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, bah, vous avez ici nos adresses email. Donc vous pouvez faire appel à nous et puis on vous enverra ça. Voilà pour ce qu'on pouvait dire en 1 heure sur la gestion différenciée. Je pense qu'on va passer aux questions. Célia a dû Oui, collecter voilà. quelques questions. J'ai collecté toutes les questions, je pense. Si vous en avez d'autres, vous pouvez continuer à en poser. Et donc, la première que j'ai vue, c'était par rapport au vinaigre. De Karel, qui demandait si une dose en fait spécifique était autorisée, mais non en fait. Donc ça, je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez plus d'informations sur ces substances de base et comment elles peuvent être utilisées, vous pouvez aller voir sur le site phytoweb.be. Alors il est très compliqué d'utilisation, mais ah oui, Alice va vous mettre Je vous l'écris, le ouais. lien. Ouais. Il est très compliqué, mais le site CR Phyto a également fait une sorte de dictatiel pour pouvoir l'utiliser facilement. Mais si vous tapez substance de base PhytoWeb, vous allez normalement tomber dessus. Et en fait, ça reprend toutes les substances de base. Vous cliquez sur par exemple, le vinaigre. Et vous allez voir qu'il peut être utilisé en fait pour certaines cultures, mais alors en agriculture. Et donc là, oui, les doses sont décrites, etc. Mais sinon, en espace public, non, c'est toujours interdit. Et pareil pour le particulier, d'ailleurs. Ça ne peut être utilisé que pour la culture précisée dans le texte. Donc ça, c'était pour le vinaigre. Leslie, bonjour Leslie, qui nous demandait au sujet du savon noir, est-ce que c'est un produit de base? Alors, il n'est pas dans la liste des substances de base. Et c'est toujours un peu le flou, en fait, pour certaines substances. Donc, par exemple, on me disait, est-ce que l'eau est une substance? Non. Donc, l'eau, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser de l'eau bouillante. Hein, donc, c'est pour ça qu'on utilise le thermique, par exemple. Et pour moi, comme il n'est pas dans la liste des substances de base, il peut être utilisé, par exemple, contre certains ravageurs. Mais c'est très flou. Donc, je pense que oui. Mais voilà, à mon avis, ça va être défini avec la réglementation qui va suivre sur tout ce qui est aussi biocides, etc. Et qui est en cours de révision. Donc, je pense qu'on aura plus de réponses à ce sujet-là, parce que c'est un peu flou pour nous aussi, d'ailleurs, à certains moments. Frontal qui nous demandait si la classification des espaces verts est indispensable pour réussir la transition d'un entretien intensif vers une gestion différenciée. C'est pas indispensable parce que beaucoup de communes sont passées en gestion différenciée sans forcément passer par ce système d'inventaire et de classification des espaces verts. Néanmoins, c'est quand même un outil hyper important, hyper intéressant et hyper utile parce que ça va vous aider aussi dans la gestion de votre temps, dans la gestion des équipes. C'est clairement un outil qui va vous aider, mais il faut le temps de le mettre en place. Si vous avez le temps ou les moyens de contacter un bureau d'études, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Apitreeze, qui n'est pas gratuit, non, Christine? C'est un bureau d'études, hein, donc là, évidemment, il y a des moyens à avoir derrière, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire aussi la demande avec un étudiant. Il y a des communes qui font comme ça, ou qui engagent un saisonnier pour ça. À vous de voir comment vous voulez mettre ça en place. Après, nous, on fait des visites d'espaces verts. Alors, on fait un rapport qui est assez succinct, hein, donc 15-20 pages, en fonction des espaces que vous nous aurez présentés, en dehors du confinement, bien sûr. Et donc, on fait une sorte de petit rapport, mais ce n'est pas du tout un inventaire ni une classification de vos espaces verts. Parce que ça prend un temps juste un peu trop important pour nous. Et donc Christine Foirge, bonjour Christine, qui nous demandait s'il existe un exemple de tableau de classification des espaces verts publics parce que vous n'avez pas le logiciel Access.
Oui, nous on en a. Après, on ne sait jamais trop si on peut les diffuser comme ça, mais je peux en tout cas te donner des noms de communes qui l'ont fait et vers qui tu peux te tourner. Donc, Chaudfontaine notamment qui a fait appel à Apitrise justement. Après, je ne sais pas trop s'ils peuvent eux aussi donner ce genre de documents. Mais il y a d'autres communes comme Ivoire, par exemple. Je sais qu'ils ont fait une bonne classification, un bon inventaire des espaces verts. Voilà. Alors, Karel qui nous demandait s'il y a un type de broyeur à utiliser pour obtenir un broyat de miscanthus correct. J'ai vu que Laurent d'Abompré avait répondu Eliette, Liet, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Là, pour le coup, nous, on n'est pas du tout experts en la matière. En fait, généralement, il y a des entreprises qui fournissent le miscanthus déjà broyé. Et donc, il faut juste faire attention au calibre. En fait, si on a un trop petit calibre, il va s'envoler plus facilement. Autant choisir des plus gros calibres, en fait. Voilà pour cette question-là. Olivier Gaspard qui nous disait de ne pas oublier le paillage de MDF qui est très intéressant pour l'apport organique aux plantes. Tout à fait. Donc, j'ai juste ici donné quelques exemples, mais effectivement, il en existe plein d'autres. À savoir qu'il y a aussi des paillages à éviter, du type le paillage avec le lin. Parce que pour sa culture, on utilise beaucoup de pesticides, de 1. Et de 2, il se ressème pas mal en fait. Donc, quand vous mettez ce genre de paillage, vous vous retrouvez avec des semis de lin un peu partout. Tac. Alors, Karel qui nous demandait le nom exact du deuxième type de revêtement. Donc, j'ai vu que Sébastien vous avait répondu. Et donc, c'est oui, l'hydroway. Donc, ça vient de France. J'essaie d'avoir un devis, donc il faut encore que je les contacte pour ça. Donc, pour avoir une idée du prix, le Perméo, je sais que c'est 40 € par mètre carré, donc c'est assez cher. Et l'hydroway, à mon avis, doit se situer aussi dans ces eaux-là. Toujours Karel qui nous demande toutes les plantes couvre-sol sur les 2 liens cités sont safe d'un point de vue gestion. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de disséminer d'autres invasives ou indésirables? Alors oui, en fait, j'ai donné un site de France et il faut savoir qu'en France, ils n'ont pas forcément la même liste de plantes invasives que chez nous. Par exemple, le Buddleia davidi n'est pas considéré comme invasif chez eux. Du coup, bon, c'est pas une plante couvre-sol, mais juste pour l'exemple, vous pourriez retrouver des plantes invasives. Et donc, comme on l'a dit, le Cotonéaster horizontalis s'y trouve. Et lui est invasif chez nous. Et Christine qui nous demandait dans la... Ah oui, donc ça c'est par rapport à... C'est pour toi, Alice. J'ai pas compris la question, mais je pense que c'est une remarque. Dans la commune où il n'y a pas de parcelles comme un moucron, mais des petits espaces dispersés, avec des clôtures amovibles, il faut déplacer les moutons d'un... Oui, il faut déplacer les moutons d'un espace à l'autre. Les ouvriers ne sont pas chauds. Je ne sais pas si tu... Ah, ce serait pas les ouvriers. Enfin, en fait, c'est très variable. Ça dépend de la convention que vous passez avec l'éleveur. Le transport des bêtes et le déplacement des bêtes, à mon avis, ce sera plus l'éleveur qui s'en chargera. Donc pas vraiment les ouvriers, à moins que vous ayez que la commune soit propriétaire de moutons et qu'une personne soit formée. Évidemment, le transport et le déplacement d'animaux, ça demande quand même une certaine formation. Euh, voilà, mais sinon, ça me semble tout à fait possible. Dans le cas où vous avez des clôtures amovibles, bien sûr. Alors, je continue donc, du coup sur le chat. Donc oui, effectivement, comme le dit Frontal, les affiches peuvent ne pas être suffisantes. Au niveau de la communication, en fait, c'est vraiment hyper important comme volet quand on met en place une gestion écologique et une gestion différente de ce qu'on a fait jusqu'ici. Il faut absolument communiquer, mais par le plus de billets différents. Ça, c'est clair. Donc, le mieux encore, c'est sur le terrain, faire des événements, impliquer les citoyens. Là, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment multiplier les canaux de communication. On peut aussi vous aider à faire des articles, etc. ou à faire, pourquoi pas, des événements. On peut aussi travailler là-dessus. Alors,
Allez-vous faire une formation du même type sur le désherbage alternatif en curatif? Alors, Oui, oui, je pense. bah, on en parle en fait. On est en train d'essayer de mettre ça en place pour le début du mois de mai parce que bah, on avait prévu une formation d'une journée sur les machines de désherbage qui doit être annulée compte tenu du confinement. Donc on est en train d'en parler et puis on reviendra vers vous peut-être avec un format un peu similaire à celui-ci. Voilà. Alors, une formation sur la communication serait pas mal car pas évident de communiquer avec les citoyens qui sont très réticents et exigeants. Et là, en effet, Alice, je vois que tu peux y répondre aussi. Oui, on a une formation qui est prévue au catalogue. Alors je sais plus exactement à quel moment, mais c'est plus vers la fin de l'année. Donc elle Mhm. devrait avoir lieu justement sur comment faire accepter le changement. Effectivement, c'est un volet hyper important et en soi, ça demande une formation entière, quoi. Exact. Hubert Xavier qui nous demande si on peut joindre aux documents de cette formation la liste des liens qu'on aura cités oralement et qu'on aura mis aussi dans le chat, j'imagine. Donc ça, on pourra peut-être l'envoyer par mail ou Oui, je sais bien pas, sûr. Alice, qu'est-ce que tu... Ben, je peux vous l'envoyer par mail. On va vous envoyer le PowerPoint de la formation par WeTransfer, à mon avis, parce qu'il est un peu lourd. Mais je ferai un mail aux participants avec les liens, ouais. Ok. Alors, Mathieu Baudelet qui nous demande, en ce qui concerne l'espace public, est-ce que le jardin du bâtiment de la zone de police appartenant à la commune, non accessible au public, est considéré comme espace public? Alors, c'est très précis comme question. En fait, la législation concerne, en tout cas la législation en espace public, concerne les espaces publics accessibles au public et les espaces privés accessibles au public. Donc là, si ce n'est pas le cas, normalement, non. Ça ne rentre pas en fait dans ce qui est considéré comme un espace public vu qu'il n'est pas accessible. Donc en fait, ce qui est visé par cette législation, c'est aussi le public vulnérable, donc type tout ce qui est hôpitaux, eau, maisons de repos, écoles, tout ça, ce sont des zones accessibles au public, mais aussi les zones touristiques, du type des châteaux à visiter, des parcs, etc. etc. Ça, j'ai répondu. Karel qui nous demande, je pensais en herbicide sur bordure aromatique, pas spécifié si c'est agricole seul, je pense. Maintenant, efficacité relative. Ah ok, je pense que j'ai compris la question. C'était par rapport au vinaigre, ça. Ah d'accord. Ok. Non, non, non. Ouais, non. En fait, oui. Je vois ce que vous voulez dire. Ok. Je dois vérifier quand même. Alors sur PhytoWeb, c'est peut-être possible pour les aromatiques. J'ai le lien justement ici, donc je vérifie en même temps. Tatatam. Et donc il est autorisé comme fongicide bactéricide, mais aussi. Et en fait, comme ils ont changé, c'est pas encore très clair non plus sur leur site. Tac, 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 tac. Ah voilà. Ah oui, vous avez raison. Donc, le vinaigre tel que spécifié ci-dessus doit être utilisé en pulvérisation pour une application comme herbicide en plantes aromatiques, médicinales et pour la parfumerie. C'est très spécifique aussi. Et donc, c'était ça. Et donc aussi pour les semences de froment, d'épeautre, etc. Donc là, c'est plus comme désinfectant, je veux dire. Mais effectivement, donc pour les aromatiques. Après, je ferai quand même attention parce que ça change tout le temps. Donc, il faut vraiment. Là, c'est quelque chose qui a changé au cours de cette année. Et donc, il faut aller voir assez régulièrement. Alors, c'est pas clair aussi. Le DNF est parfois non plus pas forcément au courant de ces mesures-là. N'hésitez pas à avoir carrément quelque chose avec vous qui prouve que vous pouvez le faire. Parce que je sais qu'au niveau contrôle, ils peuvent, voilà, s'ils vous voient mettre du vinaigre quelque part, ça peut mal passer. Oui, Laurent nous dit indispensable le plan et à revoir régulièrement. Oui, je vous dis, il y a des communes qui s'en sortent sans. Juste à mon avis en fixant certaines zones problématiques donc qui prennent beaucoup de temps à la gestion
en mettant en place par exemple du fauchage tardif sur les bords de route, en tondant moins régulièrement, ce genre de choses, quoi. Mais évidemment, c'est pas un plan de gestion différencié comme on peut le voir dans d'autres communes. Oui, tac, tac, tac. Tout à fait, frontal. Donc la classification permet une homogénéité dans l'entretien des espaces verts, ça c'est clair. Je vous dis, c'est typiquement, c'est vraiment efficace en tout cas et très utile. À vous de voir si vous avez le temps de le mettre en place ou pas. Oui, à mon avis, c'était BRF pour le, le paillage. Je crois que c'était MDF que la personne avait dit. C'était bois réméal fragmenté pour le paillage qui est très nourrissant aussi pour le sol, etc. Le paillage de chanvre fonctionne très bien aussi, tout à fait. Merci pour les coordonnées données par Annelise Walravens de Happy Trees. Tac, tac, tac. Ouais. Oui, le chanvre donc, est très utilisé aussi et fonctionne super bien en paillage. Je lis en même temps. Hein. Du coup, tac. Alors, le liseron, ça c'est très compliqué. En fait, toutes ces plantes assez envahissantes, hein, type ronce, liseron, le lierre, quand on ne veut pas qu'il soit présent, sont très difficiles à gérer. Alors, il existe des méthodes dont on m'a parlé. Alors, moi, j'en ai dans mon jardin. J'ai abandonné la gestion parce que j'y arrive pas, mais que de toute façon, c'est une belle plante en soi. C'est mellifère aussi. Tant qu'elle ne prend pas trop d'ampleur chez moi, je vais la laisser. Mais sinon, j'ai vu qu'il y avait certaines solutions que moi, je n'ai pas testées. Mais de mettre des boîtes de conserve sur les pousses. Et donc, en fait, il s'épuise à toujours essayer de trouver la lumière et il va pousser en fait dans cette boîte de conserve. Et apparemment, ça l'épuiserait à force. Donc, bon, le liseron, il y a plein de petites techniques comme ça. C'est un peu comme la renouée du Japon. Si vous laissez un tout petit bout de racine, ça va reprendre. C'est très, très, vivace, on va dire. Mais voilà. Malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle. Après, peut-être le paillage aussi qui peut limiter, mais bon, voilà. C'est un peu compliqué. Hop. Possible d'avoir la liste de pelouses pour les cimetières à tondre? Alors oui. Donc, il existe en fait plusieurs entreprises qui fournissent les semences dont je vous parlais pour l'enherbement des cimetières, donc à repousse lente et résistante au piétinement. Je peux vous mettre ici quelques entreprises. Donc, il y a Ecosem, hein, normalement, celle-là est quand même assez connue. Il y a Natural aussi. Et alors après, en fait, ce sont des mélanges qui sont de plus en plus commercialisés. Donc, il faut parfois demander à certaines jardineries ou certaines entreprises si elles commercialisent ça ou pas. Je pense que, Cyclanterre, je ne pense pas qu'il le fasse encore, mais à vérifier. Je vais toujours le noter. Si vous avez des marchés publics à faire, ça peut être intéressant aussi. Cyclanterre, Semaille peut-être aussi, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, Ecosem et Natural aussi, eux, ont des mélanges spécial cimetière et voilà, donc qui résistent au piétinement et qui sont à repousse lente. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si pas, je pense que de toute façon, il y avait une question sur la renouée du Japon, juste rapidement peut-être. Comment la combattre? Bon, je pense que tu peux y répondre mieux que moi. Ah oui, grosse question, la renouée du Japon. Tout dépend. Oui, alors, comme le dit Leslie, les chèvres. Alors, en fait, soit vous allez agir sur les organes aériens et là, sur le long terme, il y a en tout cas moyen de la contenir au maximum, d'éviter qu'elle ne s'étale. Mais l'éliminer de cette façon-là, il va falloir le faire sur le très, 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 très long terme, donc plus de 10 ans.
Si vous agissez par contre sur des organes souterrains, mais alors là, ça coûte très cher parce qu'il faut des grosses machines. En tout cas, si c'est une grande étendue de renouée, là, vous pouvez espérer l'éliminer. Il y a une commune, Saint-Georges-sur-Meuse, qui m'a expliqué que lui, il avait une petite tâche de renouée. Et donc là, il l'a fait lui-même. En fait, ils avaient une machine pour creuser dans la terre, tout simplement. Et il a réussi à avoir toutes les racines. Il a planté un mélange de graminées par au-dessus. Et depuis, il n'en a plus eu. Donc là, ça fait, je pense, 5 ans qu'il m'avait dit. 3 ou 5 ans, je ne sais plus. D'ailleurs, il est peut-être dans les participants aujourd'hui. Mais voilà, donc après, à savoir que s'il n'y a pas un problème de sécurité, un problème d'emplacement, si ce n'est pas au bord d'un cours d'eau, si ce n'est pas nécessaire de la gérer, il vaut mieux éviter de gérer la renouée. Donc, c'est ce qu'on conseille le plus maintenant, parce qu'en fait, c'est en essayant de la gérer qu'on l'a autant dispersée, parce que de base, elle ne se disperse pas avec les graines, elle ne se disperse qu'avec les racines. Et un peu aussi avec les tiges, donc elle peut se ressemer au niveau des nœuds en fait, de la tige. Donc le mieux en fait, c'est de ne rien faire, parce que si elle n'est pas stressée, si on ne coupe pas ses racines ou des parties aériennes, normalement, elle va rester quand même assez stable au niveau de la tâche et ne devrait pas s'étendre. À savoir qu'un rameau peut faire une racine peut aller jusqu'à 20 mètres latéralement. Si on la stresse, par exemple, elle peut refaire une racine plus loin. Alors, le mouton contre la renouée fonctionne, mais uniquement sur les jeunes pousses. Par contre, la chèvre, elle est friande de vraiment toute la plante, donc, que ce soit une jeune pousse ou une plante adulte. À savoir que là, donc, comme je vous le disais, ça va devoir être fait sur le très, très, très long terme. Après, il y a tout ce qui est… En fait, il faut combiner plusieurs méthodes si vous agissez sur l'aérien. Donc, l'arrachage avec bâchage, avec plantation fonctionne aussi, mais encore une fois, sur le long terme. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, avec des poules. Bon, apparemment, les poules fonctionneraient. Peut-être sur les jeunes pousses aussi, j'imagine. Hein. Mais pourquoi pas? Peut-être les coureurs indiens aussi, mais ça m'étonnerait là pour le coup. Mais oui, c'est toujours intéressant à savoir en tout cas. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il ne me semble pas en avoir vu d'autres. Je ne sais pas si tu en as vu, Alice. Non, je pense que tu as bien fait. T'as bien tout passé. Voilà, on espère que ça vous a plu, que c'était quand même intéressant malgré la distance et malgré le format. Euh, Nous, on va continuer sur cette lancée à essayer de s'adapter et puis à essayer d'être un petit peu, continuer à être présent. Donc voilà, on vous réinvitera certainement à d'autres présentations en ligne de ce type bientôt. Un grand merci à vous. Je vois tous vos messages de remerciements, ça fait plaisir en tout cas. Ah, mais en plus, on a des récidivistes. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir, bonne journée, et puis n'hésitez pas à nous contacter par email si vous avez ou par téléphone si vous avez d'autres questions. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.